identité, je me sens fortement aussi bien française, marseillaise, européenne, arménienne, voilà. Donc je peux pas faire de tri, je peux pas parler de pourcentage. Les pierres que l'on voit, ce sont des khatchkar. Ce sont des croix qui sont taillées dans la pierre comme de la dentelle. C'est ça l'Arménie, ça fait... Ces pierres-là, elles nous parlent depuis des siècles et des siècles. Foncièrement attachés à nos racines tout en étant des concitoyens à part entière, entièrement intégrés, français à 100%, il est difficile d'imaginer qu'on puisse un jour ne plus savoir qui on est, d'où on vient et quelle est notre histoire. Et mon grand-père, au vu de tout ça, donc dans ses marches dans le désert, il a compris que tout le monde allait y passer et il a pris la décision d'essayer de s'en sortir. Donc il a plongé dans le fleuve Euphrate et il s'est laissé porter par le fleuve. Donc on l'a appelé le fleuve rouge, le fleuve Euphrate, tellement qu'il y avait de cadavres et de sang qui étaient transportés dans ce fleuve. Jusqu'à l'âge de 18 ans, je disais mes ancêtres les Gaulois. Parce qu'à l'école française, on m'apprenait les ancêtres des Gaulois. Puis quand j'ai eu l'éveil de mon arménité, j'ai réalisé que l'Arménie existe. Et là, un jour, j'ai eu envie de retourner en Arménie. J'étais un peu perplexe, alors je disais, bon, le génocide s'est passé il y a 96 ans, bien sûr, je sais ce qui s'est passé, j'ai appris ça à l'école, c'est très important, mais pourquoi est-ce que les gens sont tout le temps en train de parler de ça? Pourquoi ils n'arrivent pas à avancer? Pourquoi ils ne tournent pas la page? Pourquoi? Et en effet, une fois, j'ai discuté avec ma grand-mère qui m'a dit, d'accord, c'est facile pour toi de parler, sais-tu que ton grand-père, arrière-arrière-grand-père, s'est échappé, en fait, des massacres en Turquie? Et là, les choses ont changé pour moi. Ça a pris une autre dimension. Je me suis sentie personnellement, mais vraiment impliquée dans ça. Elle avance couvée comme un joyau par sa famille. Osvana Kaloustian porte en elle la mémoire collective de tout un peuple. Elle a 7 ans en 1915, lorsque l'Empire ottoman ordonne le massacre des Arméniens. Ամեն գիրը մայրիշ եկեղեցի գերտար եւ այդ օրնալ կացածերի եկեղեցի եւ լալով եկավ ինչ ունիս մայր ինչ ուղլասի դեժայր ծամուցում ժաբոր երեք օրվա մեջ ադապազարի հայությունը բիդե բարբվի ուր բիդերտանք չեն անծանոթ ուղղությամբ բիդերտանք եւ ինչ կրնանք գրնագով կամ ցարկով ինչ կրնանք առնել ադիգա միրակ հազի փողնորտը զույմ գոշի կամ կարևոր բաներ եւ Milli Türk'ün simbolü amportunca geleyin gınayın en katserin aksori Türkçelerin dünen kahastaden gayran katsink için gayranı vagon gar badaster treni gar elank on katsink Treni մեջ ելանք, գավագա մկացինք, որտեն նոր տրեն մեկավ, մեզ մեջ արավ, կշմանտին կացինք, չայ գայերանը իչանք, s'appelle chai, la gare. Alors là, les hommes, ils ont commencé à préparer les tentes. Ovzana reste 3 longues années sous une tente avant d'entreprendre un long périple vers sa liberté. Elle raconte l'odyssée de son oncle qui échappe au sabre du bourreau et sort miraculeusement vivant d'une fosse identique à celle des massacres d'Erzurum en 1895. Զարթմուկը փոստիկնի զարթմուկը վզասված է մեռած է դանք փոս
խորում փոսմն է, խորում քորմը փոսմը բարձր բարձր։ Եվ այդանք ամենը երկու օրը միշտ վերջ դայի ճոնգեցած գմերցնե կամ գվիրավորե եւ փոսը գնե, փոսը բավականները մոր եղբայր սասին որին առաջին օր հեմեն դարերեն գրգերեն եւ հոնդեր Les Turcs pensaient que tout au long du chemin, il y aurait des nombreuses victimes qui mourraient de faim, de maladie, de soif. Quand ils passaient dans certains villages turcs ou kurdes, les femmes étaient enlevées, violées, et tellement qu'elles voulaient échapper aux mains de ces sauvages, elles se jetaient vivantes dans les eaux de l'Euphrate. Et puis, dans leur malheur, certains ont réchappé. Et mes grands-parents ont fait partie de ces rescapés. Justice pour le peuple arménien! Justice! Justice pour le peuple arménien! 1915, c'est pas fini! Le génocide, ça continue! 1915! Aujourd'hui, c'est la commémoration de 96e année du génocide arménien. C'est un devoir de mémoire de venir aujourd'hui là, tous là, et faire la marche jusqu'à le mémorial de Beaumont pour juste poser un olive. C'est un geste symbolique qui signifie beaucoup de choses pour nous. Les gens ne peuvent pas faire leur deuil, accepter quelque chose qui s'est passé, qui a profondément traumatisé, enfin, pas seulement des êtres humains, mais aussi un peuple entier, un inconscient collectif, et continuer d'avancer dans la vie. Donc c'est important de savoir que il y a 96 ans, un peuple a été détruit tout simplement parce que c'était des Arméniens. C'est important non seulement pour les Arméniens, mais ça devrait être aussi important pour le monde entier, pour que ça ne se reproduise plus. On approche de l'an 2015, qui sera l'année du centenaire du génocide des Arméniens. Ce génocide a duré quelques années, mais disons la date symbolique, c'est le 1915, plus précisément la nuit du 24 au 25 avril, quand 600 intellectuels arméniens de ce qui était Constantinople à l'époque, la capitale de l'Empire ottoman, ont été arrêtés en une nuit, et ce sont ce qu'on appelle les jeunes Turcs qui ont pris le pouvoir. Et là, ces jeunes Turcs au pouvoir ont élaboré le projet d'exterminer totalement la population arménienne avec un plan scientifique bien précis et qu'on peut décoder très facilement. Donc, il fallait pour ça une occasion. Évidemment, la Première Guerre mondiale a fourni parfaitement l'occasion. Tout le monde était occupé ailleurs, on pouvait faire ça tranquillement. Dans les villes, on ramassait toute la population arménienne, en prétendant qu'on allait la déplacer pour raison de sécurité. En général, les hommes valides à la sortie de la ville étaient liquidés, et ce sont les femmes, les enfants et les vieillards qui étaient emmenés en camp de déportation et envoyés donc dans les déserts de Syrie, où la plupart mouraient en chemin ou allaient mourir sur place. Il y a eu heureusement quand même des survivants. Quels ont été les survivants? Certains sont passés effectivement en Russie. D'autres ont pu fuir dans les pays voisins, alors que ce soit en Grèce, en Bulgarie d'un côté, ou en Syrie, au Liban de l'autre côté. Maintenant, ce qu'on appelle la diaspora arménienne, en particulier en France, ce sont les descendants des survivants du génocide. Et ce sont eux, c'est-à-dire ma génération et la suivante, qui ont la responsabilité, devant l'histoire, avec un H majuscule, de faire reconnaître ce génocide. Il faut se mettre dans l'idée qu'entre 20 et 22, environ 50 000 réfugiés sont arrivés à Marseille. C'est énorme. C'est à peine 10 000 de moins qu'aujourd'hui à Marseille intramuros. Bon, ils ne sont pas tous restés là. Ils ont été dans les camps, au dos, dans le camp de Saint-Loup, dans le camp de Saint-Jérôme, etc. Et puis après, ils ont pris la vallée du Rhône pour monter sur Valence, Lyon, jusqu'à Paris. Au lendemain de la guerre de 14, il y a eu, il ne faut pas oublier, plus d'1,5 million d'hommes en armes morts, donc des forces de travail qui manquaient. Il y avait du boulot. Donc ça a été relativement facile avec la sucrerie, avec les mines, avec les dockers.
Bonjour. Vous vous rappelez de moi? Redis-moi qui tu es. Kélago Père Michel, j'étais à la Fontanelle, vous vous rappelez? Oui, j'étais ton moniteur. Je vous embrasse quand même. Alors, C'est celui qui ça va bien? Lorsque les Arméniens, après avoir atterri à Marseille, ont remonté la vallée du Rhône pour trouver un lieu pour reconstruire leur vie et guérir de leur traumatisme, Valence a été très vite une ville qui les a accueillis, une ville où ils ont trouvé du travail. Et puis la rue Bouffier a été cette rue un peu emblématique où les premiers Arméniens ont trouvé une place. Et là, dans ces petites maisons, ces petits appartements assez pauvres, ils ont recréé un foyer. Et dans cette rue, non seulement il y a eu des habitations, mais il y a eu des commerçants. Les établissements Minassian, Artin, Berthe Barsamian et bien d'autres. Et quelque part, même si beaucoup d'Arméniens ont quitté le quartier, lorsque nous y revenons, on sent que ce lieu est chargé d'histoire parce que chacun a des souvenirs et chacun a vécu ici des moments difficiles mais des moments importants. Ils se sont organisés immédiatement en créant des associations à caractère humanitaire et compatriotique. Alors, compatriotique, pourquoi? Pour recréer un peu le pays. Alors, avec comme priorité la construction de l'église qui redevenait un petit morceau de terre d'Arménie, et accolé à l'église, l'école. Leur préoccupation, bon, surtout, c'était de pouvoir donner à leurs enfants une éducation de manière à ce qu'ils puissent rapidement s'intégrer. Je pense que c'était le souci majeur avant même de raconter ce qui leur était arrivé, de leur raconter quoi que ce soit. Ma mère nous en parlait pas. Elle avait essayé de tourner la page, je pense. Elle parlait sur nos devoirs, sur si c'était fait, si c'était de l'actuel. Mais le passé, elle n'en parlait pas. En fait, ce qui s'est passé, c'est que à force de voir d'entendre que des bribes, bon, il arrive un moment où vous voulez mettre du lien entre tous ces morceaux d'histoire. Et la manière dont j'ai appris à la chose, c'était d'ouvrir un grand atlas. Donc j'ai ouvert ce fameux atlas à la page de la Turquie. Je vais voir ma grand-mère, je dis bon, mais maintenant on s'assoit à côté et puis tu me montres par où tu es passé. Alors elle, bien sûr, elle ne pouvait pas savoir le lieu, le trajet exact de son parcours, de son exode, mais elle m'a donné des noms. Et puis voilà, donc on s'est mis à chercher sur la carte les noms un par un pour savoir quel a été son trajet durant ces 4 années d'exode. Et puis, donc voilà, c'est parti de là. Et là, à partir de ce moment-là, elle a commencé un petit peu à parler de l'histoire. Dès qu'elle parlait du génocide, elle devenait toute rouge, puis elle s'arrêtait. Elle continuait pas, elle s'arrêtait. Vous savez, nos parents ont perdu leurs parents durant ce génocide. En fait, dans leur mémoire, je crois que le traumatisme a été tellement important que lorsqu'on leur posait des questions, ils n'arrivaient pratiquement pas à nous répondre. Tellement pour eux, ça a été un drame abominable. Et quand on est enfant et qu'on subit ce genre de drame, je crois que quelque part, on est traumatisé et qu'on n'a pas envie, le jour où on a des propres enfants, d'en parler. Parce que c'est tellement horrible, ce genre de choses. Et même quand on a vu un certain nombre de génocides qui ont suivi le génocide arménien, c'est difficile d'en parler. C'est vraiment difficile. Et ils avaient envie, quand ils sont arrivés en France, d'essayer d'oublier ce drame. Et c'était pas facile. Et pour nous, enfants, c'était pas facile de se dire, mais voilà, toi, tu es l'enfant de parents génocidés quelque part. Ça, c'est pas facile, c'était vraiment pas facile pour eux. Mais je crois que nous tenons, nous les enfants, de nos parents, cette volonté, je dirais, de sortir la tête de l'eau et de dire que ce peuple qui a été génocidé est toujours vivant aujourd'hui. J'ai une culture issue de l'immigration. Je n'ai pas vécu au pays, je ne connais pas. Maintenant, je connais l'Arménie, bien sûr, mais je ne l'ai pas connue dans ma jeunesse. Je l'ai connue à travers mes grands-parents qui eux-mêmes, en tant qu'immigrés, avaient des valeurs bien spécifiques, l'honnêteté, le travail,
ce genre de valeurs qui étaient transmises. Et ça, j'ai ressenti comme un manque parce que l'histoire arménienne, elle n'a pas commencé avec le génocide. Il y avait une histoire vieille de 3000 ans et que moi j'étais issu de ce peuple-là. Je suis toujours étonné, même maintenant, après toutes les vicissitudes que ce peuple a endurées, qui ait réussi à préserver, même sous l'Empire ottoman, sa vitalité et cette connaissance soi-même d'être arménien. En fait, les réponses sont peut-être faciles à donner. On dit que c'est la vie du village, on dit que c'est l'église qui a maintenu, c'est la culture. Famille de musiciens. Et quand mes parents sont partis en Arménie pour la première fois, ils avaient ramené un doudouk et j'ai demandé à mes parents de bien vouloir me le laisser. Donc j'ai pris le doudouk en main, j'avais 14 ans. Et depuis cet âge-là, je n'ai pas cessé de jouer jusqu'à aujourd'hui. Je fais intervenir beaucoup de musiciens du monde avec mon travail. Donc j'essaie par ce travail de musique, d'ouvrir les portes du monde et de faire entendre aux autres peuples notre musique d'Arménie. C'est ça mon travail. Nous allons arriver sur la place où, à l'époque, après la guerre, il y avait ce qu'on appelle la poissonnerie, un genre de halle couverte. Et les vieilles arméniennes, je me rappelle qu'elles parlaient toujours qu'elles venaient là, après le lavoir, pour faire je sais pas quoi. Et il y avait aussi le boulanger où elles faisaient cuire leurs grands plats de farcis parce qu'elles n'avaient pas de four. J'ai pas cultivé l'arménité parce que je suis partie en internat et puis après, entre guillemets, j'ai disparu de la Ciotat. J'ai passé un concours, je suis partie à Paris pendant des années, j'ai vécu autre chose. Mais bon, les cousins arméniens que je voyais à Paris, j'avais du plaisir à les voir, que ce soit ici les Moulineaux ou ailleurs. Mais je me sentais plus en osmose avec mon arménité à partir de l'âge de 25 ans, qu'entre 8 et 25. Et ce qui est admirable, c'est que bon, j'ai dû le transmettre à mes filles, parce que mes filles, quand on leur dit tu es brune, tu as quelque chose qui te différencie d'une Française brune, elles disent mais moi je suis arménienne. Elles sont que la moitié d'une arménienne, mais elles sont arméniennes et elles le disent avec délice. Et moi ça me fait plaisir, parce que quelque part ça me fait revenir à mes sources qui sont belles. Les Arméniens c'est un beau peuple. Tout le monde là? Trois. Ça en tire. Un. Mon arménité, je la cultive maintenant car mes parents avaient décidé d'une intégration parfaite en ce qui nous concernait, ma sœur et moi. Et mon père ne parlait pas arménien. Il lisait l'arménien, il recevait son journal Aratch. Il était, je veux dire, très imprégné, bien sûr, par son arménité, mais a voulu que l'on ne soit pas gênés, nous, dans notre adolescence, et notre enfance et notre adolescence. Ce qui fait que je ne parle pas arménien. Mais j'ai eu la chance d'épouser une femme française qui m'a offert un voyage en Arménie il y a 3 ans. Et là, j'ai eu un choc. J'ai eu un réel choc. Et j'avoue que je regrette aujourd'hui de ne pas savoir parler arménien.
J'ai fait toutes mes études à l'école bilingue à Mascaïne, donc de la maternelle à la terminale, parce que je fais partie de ces familles qui tenaient absolument à garder la langue vivante dans la famille. Donc mes parents m'ont parlé arménien et ils ont tenu à ce que j'ai l'éducation aussi littéraire, historique arménienne. Donc cette école arménienne s'est créée quelques années avant ma naissance. Et on peut dire encore que la génération de ma sœur ou la mienne, on est les premières générations à avoir bénéficié de cet enseignement bilingue qui était dans une ancienne usine réaménagée en forme d'école. C'était assez folklorique, mais on garde un souvenir extrêmement magnifique de cette scolarité de la maternelle à la terminale. C'était un contexte voilà, familial dans le sens où tout le monde se tutoyait, ça parlait arménien dans tous les sens, mais il y avait quand même une éducation solide et un bon suivi des parents et bien sûr un souci de bons résultats aux examens tels que le brevet ou le baccalauréat. J'avais 13 ans quand je suis arrivé en France et je vais vous raconter une histoire qui est vraie. C'est que mes parents sont arrivés à l'époque avec 400 francs en poche et 2 valises. Et une semaine après, mon père m'a acheté un piano qui coûtait 150 francs. Parce que j'avais commencé mes études musicales et puis mon père voulait absolument que je continue mes études musicales et je vous dis c'était extraordinaire pour moi de savoir que je pouvais continuer le piano. Et je pense que, sans parler de sacrifice, mais c'était comme ça. C'est-à-dire qu'il y avait du travail. Mon père a tout de suite travaillé, ma mère c'est pareil. Et je vous dis encore une fois, le premier achat, ça a été un piano. On n'avait pratiquement rien, peut-être une table, 2 chaises, 3 chaises. Et puis le piano qui était là. Bon, vieux piano, hein, certes, mais qui m'a permis de poursuivre un peu mes études. Et ça, je pense que je n'oublierai jamais. C'est quelque chose de... Bon, c'est ancré. En 1947, au lendemain de la Deuxième Guerre mondiale, Staline organise le rapatriement des Arméniens de la diaspora vers la toute nouvelle Arménie soviétique. Ils seront environ 100 000 de par le monde à répondre à cet appel. Il y a chez eux l'espoir d'aller s'installer sur cette dernière parcelle de terre de la patrie perdue. C'est vrai que quand en 1947, mes parents avaient une vingtaine d'années, sont partis en Arménie, c'était effectivement de repeupler l'Arménie après la Deuxième Guerre mondiale, de redonner le dynamisme, enfin tout ce qu'on leur avait promis, qu'ils n'ont pas retrouvé bien entendu arrivé en 1947, c'est un pays complètement dévasté. Et puis petit à petit, les choses se sont mises en place. Je ne pense pas, si j'interrogeais mes parents là-dessus, je ne pense pas qu'ils aient vécu une vie malheureuse en Arménie, bien au contraire. Pendant les 20 années qui sont restées, ils ont passé une vie assez extraordinaire, dans la mesure où ils se retrouvaient quand même dans une certaine ambiance, dans une certaine convivialité avec les gens qui avaient immigré aussi, certains d'Égypte, d'autres des États-Unis, enfin bref, ils se retrouvaient dans une certaine ambiance. Et moi, je me rappelle que j'ai toujours été baigné dans cette ambiance extraordinaire. C'était des fêtes qui commençaient le vendredi, et souvent se terminaient dimanche soir, puis le lendemain, ils partaient travailler. Voilà, c'était comme ça. « 3000 Français arméniens partent de Marseille à bord du Rossia. Sateni Karoutunian fait partie de cette première vague d'immigration. Mariée depuis peu, elle accepte de tout quitter pour suivre son mari malgré les réticences de sa famille. Un voyage, une aventure qui ne tourneront pas comme prévu. Il y avait énormément de gens qui partaient pour rejoindre l'Arménie, parce qu'on avait fait beaucoup de propagande, c'était la période stalinienne, vous voyez. C'était le grand bateau, le Rossia. Ma mère pleurait, mon père, il n'était pas très fier non plus, parce que lui, il avait fait en sorte, vous voyez, d'arranger les choses, mais ça n'avait pas réussi. Et quand j'ai vu Notre-Dame de la Garde qui s'éloignait par le Vieux-Port, là, vous savez, comme ça, j'ai pleuré. Et il y avait même, je me rappelle, Cafafian, il s'appelait, c'était un fabricant de meubles. Et quand il est arrivé, il avait porté comment dirais-je,
il avait à Beaumont, il avait justement une usine de meubles, quoi. Et quand il est arrivé, on lui a tout confisqué. Ah, il était dans un état, je me souviendrai toujours. Et en Arménie, évidemment, on a vécu dans une cave où il y avait 4 familles. C'était partagé en 4. Les murs, c'était du ciment, du béton. Par terre, c'était du ciment, vous voyez. Alors, on avait un cosy qu'on ouvrait le soir et on couchait à 3, mon mari et moi. J'étais mariée de 2 mois. Hein. Alors, et ma belle-mère. Oui. Et à côté, sur une espèce de chaise longue là, qu'on avait trouvée je ne sais plus où, c'était mon beau-frère qui couchait là. Et j'ai vécu toute ma vie, par conséquent, mes 25 ans, j'ai vécu dans une chambre de 16 mètres carrés. Et la cuisine, on l'avait partagée avec les voisins qui avaient lu. Et moi, j'étais dans le noir. C'était atroce, atroce. Voilà, ça, c'est tous les élèves qui ont réussi cette année-là au conservatoire, qui ont eu le diplôme. Et j'y suis dedans, évidemment. J'étais dans le milieu musical, c'était le conservatoire, c'était les concerts. J'habitais en face de l'opéra, alors ma foi, même si j'étais dans une cave. Tu étais à la cave il y a très longtemps, tandis que mais après oui, tu avais l'appartement. L'appartement, mais oui. j'ai vécu 25 ans dans une chambre, moi. Hein. Oui, d'accord, oui. Je comprends. Une chambre de 16 mètres carrés. Hein. Je sais, je connais tout oui, ça. avec les voisins à côté. Ces Arméniens-là sont rentrés au pays et ils s'attendaient à découvrir quelque chose d'extraordinaire. Pour eux, c'était important. C'était aussi pas facile de faire ce choix, de laisser tout derrière eux et de revenir dans un endroit où ils ne connaissaient pas. Sauf que le problème, c'est que le pays n'était pas prêt de les accueillir. Donc il n'y avait pas vraiment des institutions ou des instances pour leur fournir tout ce qui était nécessaire pour avoir une vie normale, décente. Donc eux, ils ont été très déçus et bien évidemment, ils en parlent de cette époque communiste comme d'un enfer vécu. Moi, j'avais 7 ans lorsque l'Arménie est devenue indépendante, quand l'époque soviétique a été terminée. Je n'ai pas vraiment des souvenirs précis, mais mes parents, mes grands-parents et les voisins en parlent très souvent. Ils en parlent comme d'une époque heureuse. Et heureuse parce qu'il y avait une sécurité à l'époque, une sécurité d'emploi, un accès gratuit aux soins et aussi à la culture. Et bien évidemment, les gens savaient à quoi s'attendre pour leur lendemain. Alors, imaginez une seconde que toute cette sécurité s'envole. Et non seulement elle s'envole, mais il n'y a rien pour remplacer. Donc non seulement un mode de vie, mais un système de valeurs s'est effondré. Et il y a eu un moment d'anarchie totale. Donc psychologiquement, ça n'a pas été facile. « 7 décembre 1988, un terrible tremblement de terre touche le nord-ouest de l'Arménie et détruit entièrement plusieurs grandes villes. Spitak, Goumri. Bilan, plus de 25 000 morts. 500 000 sans-abri. Nous devons cultiver les échanges. Nous devons aller en Arménie, nous devons recevoir les Arméniens d'Arménie, nous devons apprendre à nous connaître, nous devons apprendre à travailler ensemble. À partir de là, le tremblement de terre, en même temps que ce drame qui a bouleversé le pays, en même temps, ce drame qui a bouleversé notre vie, parce qu'il y a un avant et un après pour chaque Arménien de la diaspora, le tremblement de terre a permis, en fait, une grande libéralisation des échanges entre l'Arménie et la diaspora. Ça a été un moment de solidarité très fort. Donc c'est vrai que pour nous, maintenant, aujourd'hui, on a des relations avec l'Arménie. Notre radio fonctionne avec les informations qui viennent d'Arménie. Bon, c'est un trait d'union très important dans la communauté. Comme chaque été, Gilbert Léonian se rend en Arménie, à Spitak, avec une équipe de bénévoles pour y animer un centre de vacances. Après le tremblement de terre, son association Espoir pour l'Arménie a aidé à la création d'un centre de soins
à la construction d'une école et d'un gymnase. Cadeau pour les enfants, mettez dans la main. Voilà, donc ici nous sommes dans le conteneur d'Espoir pour l'Arménie. Nous l'avons acheminé de Marseille et chaque année, à l'automne, nous sollicitons les différentes collectivités locales, les supermarchés, les sociétés. Et là, nous envoyons un grand conteneur avec toutes sortes de marchandises et nous le distribuons avec 3 personnes qui viennent de France. Quand vous allez voir la population, il y a une injustice qui, à nos yeux, est intolérable. Donc, à partir de là, on essaie d'avoir des contacts francs avec les institutions arméniennes et on leur dit, écoutez, l'Arménie et la diaspora ont besoin l'une de l'autre. Mais il ne faut pas que vous voyez dans la diaspora uniquement comme un moyen de donner des biens matériels. Nous voulons un partenariat responsable entre la diaspora et entre l'Arménie. Aujourd'hui, le soleil brille. Très bien. Aujourd'hui, quel temps fait-il? Il y a de l'orage. Il pleut. Voilà. Մենք զանոթացուցինք մեր դնորենը եւ Էդիգին Ֆրանկ Սոնյան երախաները Depuis l'indépendance de l'Arménie en septembre 1991, Stéphane vient régulièrement respirer l'air du pays. À 2 heures de la capitale, le lac Sevan, véritable petite mer intérieure, est le lieu rêvé pour se détendre en famille le dimanche autour d'un bon barbecue et profiter d'une baignade. C'est ici que je pourrais me ressourcer, c'est ici que j'apprends. Ça veut dire que j'apprends pas ailleurs non plus. Mais au niveau arménien, c'est ici que j'apprends. C'est pas en diaspora. Toute l'énergie qu'il y a à apprendre en tant qu'arménien, c'est en Arménie que ça se passe. Ça peut pas se passer ailleurs. Donc, il m'a fallu le temps pour le comprendre, ça. Et la diaspora a tout à apprendre de l'Arménie, cette petite terre qui est là, le peuple a résisté, il a résisté, il a résisté, il a résisté. Nous en diaspora, on s'est enrichi, on s'est engraissé, qu'est-ce qu'on attend la retraite, je sais pas, qu'est-ce qui se passe. Ici, c'est un combat de tous les jours, déjà la situation économique est difficile, c'est un pays enclavé, il n'y a pas la mer, il y a l'Axevan. Ce qu'on peut apporter, c'est beaucoup d'humilité. Et de toute manière, pour les Arméniens, il n'y a pas d'autre espoir que l'Arménie. C'est ici que ça se passe. Ici, je réapprends à vivre, à devenir un homme. Voilà. C'est vrai. Ça ne veut pas dire que je ne suis pas un homme en France. Mais ici, je deviens un être humain. Je suis avec mes semblables. Des gens qui savent rire, qui savent se marrer, qui savent pleurer, qui savent te dire bonjour dans la rue sans te connaître. Ici, nous sommes sur un des lieux de mémoire les plus symboliques de l'histoire du génocide. Ça s'appelle Zizangapert, c'est la forteresse des Hirondelles. Il y a 12 blocs de granit qui se courbent pour rappeler les 12 provinces de l'Arménie historique que nous avons perdues pendant le génocide. Mais en même temps, à côté de ce monument, de ce mémorial, il y a cette flèche qui va vers le ciel, qui nous rappelle que le peuple arménien s'est relevé de cette épreuve. Il est debout, il continue à espérer. Gilbert retrouve son frère René, installé avec son épouse à Erevan, où il représente l'association Espoir pour l'Arménie. Il faut comprendre que les gens qui habitent la diaspora, qui sont en général issus du génocide de 1915,
pour eux, l'Arménie, c'était surtout ce qu'on appelle l'Arménie historique, actuellement en Turquie. Ici, nous sommes dans l'Arménie orientale qui était pendant 70 ans avant l'indépendance sous régime soviétique. Donc l'Arménien de la diaspora doit s'adapter progressivement avec l'idée de cette Arménie-là. Des gens qui ont le rêve et la passion d'une Arménie où on se sent bien sûr il y en a beaucoup dans la diaspora. Les gens qui font le pas de revenir ici s'installer, il y en a peu. Il faudra des années et des années pour pouvoir vraiment remonter la pente, avoir une industrie forte, de l'agriculture forte, et pour que le pays puisse se développer d'une manière économique. Alors c'est le majeur problème, je dirais, c'est le chômage. C'est pour ça d'ailleurs qu'il y a autant d'immigration. Parce que les Arméniens, s'ils ont du travail, ils ne vont pas partir. C'est très difficile de faire ce choix, hein, de décider un jour de laisser tout ce que tu aimes, toutes les choses auxquelles tu es attaché, et de partir comme ça, quelque part où tu ne sais pas ce qui t'attend. Donc je pense qu'il faut être vraiment désespéré, n'avoir plus aucun choix dans la vie pour pouvoir partir comme ça. Je suis en plein dans mes contradictions, j'arrive pas à les résoudre. Ça m'énerve, c'est pas une attitude qui me correspond, mais là c'est vraiment quasiment existentiel, quoi. Je veux dire, je suis vachement attaché à cette terre, en même temps, je me dis, putain, comment on peut vivre là-dedans, c'est infernal, quoi. Et des gens vivent, mais tu vois que tout le monde a envie de foutre le camp, tu te dis, toi tu veux rester. Il y a des gens que je connais qui ont fait le choix depuis longtemps de venir s'installer en Arménie, et ils y sont. Moi j'avais tenté l'expérience, je suis resté pendant 6 mois. Ça a été très très dur, très dur. Il y a des gens, des Arméniens des diasporas qui ont fait le choix de s'installer ici, ou de faire du business ici, ou de travailler ici. Ouais, j'ai du mal à franchir le pas. J'ai du mal à franchir le pas. Il fait beau, là, ça me tend très bien. Le matin, quand je me lève, je dis merde, qu'est-ce que je fous là? Mais autant je suis content de venir, et puis à un moment, je pars, c'est un soulagement. Quand j'arrive à l'aéroport, putain, excusez-moi pour les gros mots, je vois des têtes différentes. Je vois des Blacks, je vois des Asiatiques, je vois... Il y a la multitude. Et ici, chaque fois que je regarde les gens, j'ai l'impression de me voir dans le miroir. C'est fatigant au bout d'un moment. Hein? Toujours voir sa gueule, hein, dans la tête des autres. C'est vrai. Face au silence qui entoure le souvenir du génocide et la spoliation du peuple arménien, la jeunesse des années 70 a fait entendre sa voix. Débute alors une période de lutte d'une extrême violence. Des organisations terroristes comme l'Azala, l'armée secrète de libération de l'Arménie, ou encore les justiciers du génocide arménien, s'attaquent à des représentants du gouvernement turc. Je vais être direct, très franc. Moi, je me suis engagé en soutien à la lutte armée. De partout, quand les jeunes Arméniens, même les vieux Arméniens, allaient, demandaient justice, réclamaient à ce que on parle d'eux, simplement que l'on puisse parler de l'histoire du peuple arménien, ils se faisaient envoyer paître sur les roses. Qui vous êtes? Qu'est-ce que vous pesez? On ne vous entend pas. Donc il n'y avait pas 46 000 manières. De la jeunesse, aussi bien du Moyen-Orient qu'en Europe, s'est réveillée. Après exemple sur les autres luttes, déjà... L'époque, c'était les années 70, il y avait la moitié de la planète qui était en colère contre l'autre moitié de la planète. Bah, nous aussi, on est rentrés en colère contre notre ennemi. Ça en était arrivé au stade où plus personne ne parlait du problème arménien. On a poussé ces gens à l'extrême. J'ai dit, mais comment va-t-on demain nous écouter? Alors encore une fois, c'est condamnable. C'est pas... On n'est pas là pour tuer des hommes, même si quelque part, on n'est pas d'accord avec la personne qui est en face de vous. Il y a peut-être d'autres moyens de se faire entendre. Mais c'était un ras-le-bol. Ces jeunes en avaient ras-le-bol.
N'oubliez pas qu'on était aussi dans une période où la Turquie était un État militaire, fasciste. Les jeunes Arméniens de l'époque ont considéré que les agents de cet État ultra-autoritaire qui continuait à poursuivre, par d'autres moyens certes, mais à poursuivre la politique génocidaire de 1915, qui s'inscrivait dans la même logique, devaient être combattus. C'est ce qu'on a fait. Ça s'est traduit par des attentats et ça s'est traduit par des morts, en particulier dans le personnel diplomatique de l'État turc, qui était, ce même personnel était constitué des agents qui intervenaient partout où vivaient les Arméniens pour les faire taire. On avait redonné la confiance en soi aux Arméniens et ça a été déterminant parce que ce mouvement-là s'est répandu à travers la planète, aussi des Indes, d'Iran, des États-Unis, en Angleterre, de partout. Je ne dis pas que tous ces gens-là sont rentrés dans la lutte armée, non. Mais les mouvements de soutien à la lutte armée se sont multipliés de partout. Et il y a eu des manifs monstres en Iran avec les drapeaux de l'Azala, les photos des martyrs, et des premiers visages qui sont apparus, qui était l'Azala. Ces mouvements se sont multipliés et leurs actions se sont souvent traduites par des attentats meurtriers, comme celui d'Orly, qui va définitivement discréditer l'Azala. L'échec, à un certain niveau, il est simple, l'échec. Ça a été quand il y a une direction militaire qui devient complètement paranoïaque, qui ne vise, qui n'a que comme tactique et stratégie l'action armée pour l'action armée, automatiquement on vire à une catastrophe. La catastrophe, ça a été l'attentat d'Orly. Il y a eu 7 morts et je ne sais plus combien de blessés. Ça a été une vraie catastrophe parce que les gens qui sont morts dans la file d'attente pour aller en Turquie étaient des travailleurs turcs ou kurdes qui rentraient chez eux après une année ou 2 années de boulot ici, je veux dire dans les conditions de travailleurs immigrés. C'était pas eux nos ennemis, absolument pas. En septembre 1991, à l'intérieur de l'Azerbaïdjan, le Haut-Karabakh, une enclave ethnique majoritairement peuplée d'Arméniens, proclame son indépendance et demande son rattachement à la nouvelle République d'Arménie. Le conflit qui s'ensuit est particulièrement terrible en termes de victimes et de personnes déplacées de part et d'autre. Après le tremblement de terre et l'effondrement du bloc soviétique, ce nouveau drame va secouer et mobiliser une fois encore la diaspora. Ce pan-turquisme, cet axe entre l'Azerbaïdjan et la Turquie, il menaçait à nouveau d'en finir avec la petite survivance, toute petite survivance des Arméniens qui restaient au Karabakh. Autant vous dire que pour nous, c'est une situation, comme pour les Arméniens là-bas, évidemment sur place, mais autant vous dire que pour nous, c'est une situation qui est proprement insupportable. C'est l'injustice qui continue et c'est pour ça qu'il y a eu très vite autour du Karabakh un mouvement de solidarité de l'ensemble des Arméniens. Stéphane et son ami Robert Salapian font partie des rares journalistes et photographes à se rendre dans ce pays ravagé par les combats. Ce reportage au cœur de cette guerre leur permet de rapporter de saisissantes images. Avec des amis, on a eu envie d'aller là-bas, dont un copain à moi qui est journaliste caméraman et un autre copain qui était journaliste, pour témoigner de ce qui se passait. Et donc en septembre 91, on a fait un voyage en Arménie et on a fait donc un périple dans le Haut-Karabakh. C'est une expérience complètement nouvelle d'arriver dans un pays en guerre, voir des chars partout, une population très apeurée qui vivait dans les abris. La guerre s'était réellement engagée avec des tanks, avec des bombardements réguliers de la part des forces azéries qui avaient récupéré du matériel.
puisque l'Azerbaïdjan était quand même beaucoup plus riche que l'Arménie, voire le Haut-Karabakh. Hein. Il faut savoir que pratiquement dans toutes les familles du Haut-Karabakh, il y a au moins 1 ou 2, voire 3 morts. C'est une guerre qui a fait quand même plus de 100 000 victimes. Hein. Ce qu'il y avait vraiment de complètement nouveau, c'est de voir les Arméniens se battre sur leurs terres pour libérer leurs terres. En tant que Français d'origine arménienne, j'étais admis dans toutes les maisons. Et il y avait un être exceptionnel, bien qu'on va dire tous l'étaient, mais lui exceptionnellement exceptionnel, c'était Monté Melkonian, un Arménien des États-Unis, un ancien de l'Azala, qui après avoir purgé 4 ans de tôle en France, s'est démerdé pour rentrer en Arménie et participer au combat de la guerre de libération. Et c'est devenu une légende vivante. Les gens là-bas se sentaient en sécurité quand il était là. Même quand ça bombardait vraiment très dur, sachant que Monté était là, les gens étaient apaisés. C'était une revanche qui était prise sur l'histoire. Et on a gagné là-bas au Karabakh. Stéphane profite de son séjour pour retrouver d'anciens compagnons qu'il avait soutenus dans leur lutte au sein de l'Azala. Notamment Alexandre Yannikomchian, qui devient aveugle et perd son bras gauche dans l'explosion d'une bombe qu'il préparait en vue d'un attentat à Genève. Ainsi que Mardiro Siamgochian, qui a assassiné un diplomate turc, également à Genève. Je suis né au Liban. Des années 80, début de 80, je suis engagé dans la lutte libération, tout ça. J'étais membre de l'armée secrète arménienne. En 1981, j'ai fait l'opération à Genève. Je me suis descendu, le consul attaché à la consulat de Turquie à Genève. J'ai été arrêté. J'étais condamné à 15 ans de réclusion criminelle. J'étais libéré 10 ans après. Je suis débarqué ici, c'était 1991, mois de juin, venant de Suisse. Comme ça, je suis embarqué ici directement. Quelques semaines après, on est parti au Karabakh. On a participé dans la guerre, j'étais avec Monté là. Monté Melkonian. Nous, on est venu simplement, on n'a pas même prononcé le nom de la Sala là. On est venu comme un citoyen, comme un Arménien, faire notre devoir. C'est, comme on dit les Arméniens, Ayran Ganch, rappel du sang. Pendant la guerre du Ralapar, les Arméniens ont pour la première fois depuis plusieurs siècles repris, libéré des territoires qui jadis appartenaient à l'Arménie et qui avaient été occupés par les adversaires, hein, disons. C'était pour la première fois qu'ils ont enregistré une victoire, une vraie victoire. Quand même, la Turquie actuelle, elle s'est construite sur la Turquie des années 10. Il y a une histoire, quelque chose qui a été élaboré, certaines valeurs, un système qui a été mis en place. Aujourd'hui, reconnaître le génocide arménien reviendrait à remettre en place toute la structure de leur société et une partie aussi de leur histoire, dont ils se glorifient quand même. Donc les sentiments qu'on pourrait avoir, c'est qu'on m'a toujours menti. Et donc si on m'a menti sur ça, on m'a menti aussi sur beaucoup d'autres choses. Ça veut dire que toute l'histoire qu'on me raconte depuis des décennies n'est pas vraie. Non seulement sur le génocide, mais aussi sur mon pays. Mais il ne faut pas que nous, on s'arrête là. Nous, il faut qu'on continue notre combat. Le 4 mai 2011,
le Sénat avait rejeté une proposition de loi présentée par le sénateur Serge Lagauche visant à pénaliser le négationnisme du génocide arménien. En janvier 2012, une nouvelle proposition de loi pénalisant le négationnisme des génocides, déposée par Valérie Boyer, députée de Marseille, provoque toujours la réprobation d'Ankara et de la communauté turque. J'espère que nous nous retrouverons tous aussi nombreux à l'issue de ces débats pour espérer et puis pour commémorer cette journée importante pour la France et pour les droits de l'homme. Merci de votre présence, merci de votre soutien. Eh bien, je pense que les sénateurs finiront par voter cette loi finiront par voter cette loi tout à l'heure et que nous nous retrouverons dans une France où les négateurs du génocide juif sont punis et où les négateurs du génocide des Arméniens seront punis également. Nous sommes des Français d'origine arménienne, d'ascendance arménienne. Nous avons reçu la mémoire du génocide en héritage. Nous sommes les témoins directs du génocide arménien. Attention, voici